Bonsoir à tous. Donc cette soirée est consacrée à Monsieur Jules Finzang, qui tout à l'heure vous racontera son parcours. Nous avons décidé ce soir de lui rendre un hommage, puisque ce projet est mené avec lui depuis 5 ans maintenant au lycée Marcellin Berthelot, que sans son implication dans ce projet, rien de tout ce que vous allez voir ce soir n'aurait été possible. Donc on va essayer de retracer sur, on ne va pas faire les 5 ans, sur les 2 années qui viennent de s'écouler, ce que ce projet a pu apporter à nos élèves et comment l'échange a pu s'établir et comment le travail de mémoire a pu se faire. Donc, tout a commencé le 6 mars 1942. Je crois que je l'ai dit déjà dans le film. Nous avons été arrêtés par la gendarmerie française. Les gendarmes de Moissac sont venus nous chercher à Lizac, à 8 km de Moissac, à la campagne. C'est là que nous étions comme réfugiés. Nous avons logé à la campagne, des paysans qui nous ont logés. C'était suite à des ordonnances qui étaient promulguées par le gouvernement de Vichy, à l'époque, à la tête duquel il y avait le maréchal Philippe Pétain et son premier ministre Pierre Laval. On nous a emmenés vers un camp dans le même département, le Tarn-et-Garonne, près de la ville de Caussade, à Sept-Fonds. C'était un camp pour juifs. À l'époque, il y en avait partout, dans tous les départements en France. Zone libre, comme nous avons été, comme zone occupée par les Allemands. Partout, il y avait des camps déjà pour juifs. On rassemblait les juifs, nous, on ne savait pas, on a subi, on s'est rendu compte qu'on nous arrête, qu'on nous emmène, et qu'on nous met dans des camps, on nous prive de liberté. On ne savait pas que tout ça, c'était en préparation pour nous envoyer en Pologne. Moi, personnellement, je suis resté 6 mois dans ce camp de Sept-Fonds. Mon frère, lui, plus jeune que moi, Joseph, 1 an et demi de moins que moi. À l'époque, moi j'avais 20 ans, et lui 18. Il s'est évadé pendant ce temps-là. Il a rejoint la résistance, avec lesquels il est resté combattre jusqu'à la fin de la guerre. C'est là qu'il a connu sa femme. Ils se sont mariés après la guerre. Ils vivent actuellement à la retraite en Normandie. Moi, par contre, en août, mi-août, toujours 42, j'étais séparé, dans le camp, j'étais séparé de mon père, et avec d'autres jeunes mis dans une baraque en attente de partance vers le nord. On ne nous a pas dit où, quoi. À l'époque, partaient aussi beaucoup de non-juifs, des jeunes non-juifs, des jeunes et des adolescents aussi. On appelait ça des estéos, c'était des personnes qui partaient travailler, des hommes et des femmes, mais surtout des hommes partaient travailler en Allemagne dans les usines. Mais c'était des ouvriers qui partaient et qui étaient payés pour leur travail, qui couchaient dans les hôtels. Nous, par contre, on nous a emmenés de Sept-Fonds, on nous a emmenés à Drancy, vers le nord, c'est-à-dire par rapport à là où nous étions dans le Midi, et dans la région parisienne, dans l'Est parisien, comme vous le savez certainement, à Drancy, qui était un immense camp en prévision d'être déportés, on nous a mis là. J'y suis pas resté longtemps. Déjà, Drancy était beaucoup pire que Sept-Fonds. Parce qu'à Sept-Fonds, on était contre hommes, et il n'y avait pratiquement pas d'enfants. Tandis qu'à Drancy, il y avait des femmes, des mères de famille, dans la cour. Dès que je suis arrivé, ça m'a frappé de voir des mères
avec des bébés dans les bras, dans le camp. C'était des personnes qui ont été raflées le 16 et 17 juillet à Paris. Nous étions là déjà en août. Et dès le 3e jour, à Drancy, ils ont constitué un transport. Tous les quelques jours, il y avait des transports qui partaient. Transport d'environ 1000 personnes. Tous juifs, puisqu'il n'y avait que des juifs. À part quelques exceptions, il y avait à Drancy des étudiants qui étudiaient dans les facultés à Paris, qui, pour protester contre l'étoile juive qu'on a imposée aux juifs, qui se mettaient eux-mêmes une étoile en y inscrivant « Amis des Juifs ». Et les gendarmes, parce que les Allemands ne se sont pas tellement occupés de ça, les gendarmes à l'époque, en 1942 encore, parce qu'après ça a changé, en 1942, ils arrêtaient ces jeunes qui manifestaient de cette façon contre ces lois imposées par les Allemands. Les ont emmenés à Drancy et ils étaient déportés avec les Juifs. Certains ont subi le même vexation et sont morts à Auschwitz de ces Français non juifs qui ont manifesté. Enfin, moi, le 3e jour, j'ai été emmené, on nous a emmenés au Bourget, à l'époque. À l'époque, on partait du Bourget, de la gare de triage du Bourget. Nous étions 1000, on nous comptait à la gare, on était exactement 1000 personnes. Comme je l'ai dit, je crois déjà tout à l'heure dans le film, 320 enfants sur le 1000. J'ai son dans cette serviette toujours avec moi. Les noms de ces 1000 personnes, les noms de ces 320 enfants, leur âge exact. On nous a mis dans le wagon à bestiaux. C'était le 28 août 1942 toujours. Il a fait très chaud. Cette année-là, 1942, était une année exceptionnellement chaude. Et dans les wagons, comme il n'y avait pas de fenêtre, il y avait une toute petite fenêtre qui était bouchée avec des fils de fer barbelés. Il a fait une chaleur épouvantable. Il y avait 2 seaux dans 2 coups. Il y avait un seau d'eau d'abord et un seau vide pour le besoin. Mais ces 2 seaux, il y en a un qui s'est vite vidé, là où il y avait l'eau, et l'autre se remplit. Avant le départ, déjà, il n'y avait pas une goutte d'eau. Déjà, les enfants, c'est les enfants qui ont commencé à respecter, à appeler, à pleurer, crier de l'eau. Et on ne pouvait pas leur en donner. On ne nous écoutait pas. Il y avait à l'extérieur, déjà, on voyait les premiers soldats allemands qui se promenaient sur le quai et qui, là où il y avait beaucoup de cris dans les wagons, parce que les autres wagons c'était pareil, il y avait des cris de l'eau, on appelait de l'eau. Les Allemands donnaient des coups de crosse sur le wagon et quelques minutes ça s'est arrêté, ça a recommencé. Il y avait aussi dans notre wagon, surtout il y avait plusieurs femmes avec des bébés, mais il y en a une qui était tout près de moi et qui n'arrêtait pas de pleurer, de bander. Laissez-moi m'approcher de la lucarne, il y avait une petite lucarne, comme je voulais le dire. Avec les fils barbelés, elle voulait approcher le bébé. C'était un bébé qu'elle avait dans le bras. Il dit, il n'est pas bien, il va mourir s'il ne peut pas respirer près de la fenêtre. On l'a laissé approcher, mais elle ne pouvait pas beaucoup s'approcher parce qu'il y avait des fils. Et de toute façon, il y avait dans ces wagons, vous décrire ce qu'il y avait dans ces wagons, c'était quelque chose d'épouvantable. Des femmes qui avaient besoin de faire forcément, ça durait des heures d'attente, ne pouvaient pas
faire devant, il y avait des hommes, il y avait des étrangers, il y avait des gens qu'elle ne connaissait pas. Faire sur le sceau, elle préférait rien, de rester comme elle est. Mais au bout d'un moment, elle sortait une couverture et par d'autres jeunes filles faisaient faire un mur artificiel pour pouvoir se mettre derrière. Il y avait, vous savez, voir des choses qu'on n'a jamais vues. Brusquement, le train s'est mis en route, sans avertir, sans rien, et il est parti par un coup, à tel point que le seau de besoin qu'on a fait, d'urine, s'est renversé et a éclaboussé tous ceux qui étaient autour. Alors, vous pouvez vous imaginer, avec la chaleur, ça a commencé à se sentir mauvais. Ça a éclaboussé tous ceux qui étaient mouillés des sites d'urine. Nous allions faire, on ne se rendait pas compte, combien de temps on allait voyager. On allait faire un voyage de 3 jours et de 3 nuits, dans des conditions absolument, je ne peux pas vous les décrire. Ça fait plus de... On va commémorer bientôt le 65e anniversaire, je crois, c'est cette année qui arrive là. 65e anniversaire de la libération d'Auschwitz. On va le célébrer. Donc vous voyez tant d'années, et quand je raconte, j'ai l'impression de revoir ces scènes qu'à l'époque j'ai vues pendant ces 3 jours, mais pas tout à fait parce que nous étions tous debout au départ. Mais petit à petit, nous sommes tombés de fatigue, tombés parce qu'on ne tenait pas. Souvent, le train, il s'est arrêté. On ne savait pas pourquoi, certainement pour laisser passer d'autres convois militaires ou autres. En tout cas, on restait pendant des heures, attendre, au soleil. C'est un train au soleil, des heures. Il faisait, on n'avait pas de thermomètre. On commençait à se déshabiller, à enlever le vêtement. La nuit venue, il faisait froid, on commençait à chercher le vêtement pour leur mettre. Mais on était couchés, on est tombés, on est restés. On est couchés les uns sur les autres. On entendait un gosse pleurer au-dessous de nous. Il fallait se déplacer. On n'avait ni la force, ni l'endroit où se déplacer. Parce que là où on était, on pouvait plus, on ne trouvait plus un peu de place à côté. Enfin, c'est pour vous dire, le 4e jour, au petit matin, très tôt, c'est là, pour la première fois, pas seulement on s'est arrêté, mais c'est pour la première fois qu'on a entendu le loin les wagons du queue ou du mur, on ne sait pas très bien. Les portes coulissantes commençaient à s'ouvrir, ça fait beaucoup de bruit. Donc là, on s'est rendu compte, ça doit être là qu'on est arrivé à destination. Et quand ils ont ouvert les portes coulissantes de notre wagon, moi j'étais couché sur d'autres. On était tous couchés. Il n'y en avait pas un qui était debout. C'était pas possible. Le 4e jour, on n'avait pas assez de force déjà pour rester debout. Et on n'avait même pas l'endroit où mettre les pieds pour se mettre debout. Puisque couché, on prend plus de place que debout. Il n'y avait plus de place debout pour se mettre debout. C'est là que j'ai commencé à humer quand j'ai senti cette fraîcheur de porte ouverte, la fraîcheur qui rentrait, c'est là que je reprenais. Je commençais à humer, je commençais à comprendre que je ne suis pas mort. Et d'autres comme moi se sont réveillés d'un coup de leur torpeur, se sont levés, et c'est là, pour la première fois, on a entendu des rappels par porte-voix en allemand. Des hommes de 18 à 45 ans sortaient des wagons. Alors, la plupart d'hommes de cette tranche d'âge ne sont pas sortis parce qu'il y avait des familles. C'était presque tous des gens qui ont été arrêtés, c'est-à-dire
arrêtés chez eux, où ils ont des familles entières qui sont emmenées, les policiers. Et les chefs de famille ne voulaient pas quitter leur famille et enfants. Les jeunes gens qui étaient dans ce tranche-là, ils n'ont pas voulu quitter leur famille, leurs frères et sœurs, leurs parents. Moi, de ma famille, j'étais seul. Et c'est ça qui a fait que, certainement, c'est ça qui a fait que je suis assis là et vous raconter cette histoire. Parce que si j'étais avec mes parents, forcément, je ne serais pas sorti. J'aurais fait comme les autres. Et de la Judenrampe, ce qu'on appelait là-bas, le quai des Juifs, où tous ceux qui sont restés dans les wagons, quand nous on était déjà dehors, nous quand on est sortis, immédiatement des appels en allemand, à partir de là tout est en allemand. Nous sommes en Pologne, et la Pologne occupée, et les Allemands ils ne parlent pas polonais, ils parlent allemand. Et ils criaient, parce que c'était pas parlé, je connais la langue allemande, il y a des poèmes en allemand qui sont magnifiques. La langue elle-même, comme toutes les langues, sont belles, mais c'était pas de la poésie qu'on entendait. C'était Hinsetzen, c'était assis. Mais alors sur un ton sauvage, il fallait s'asseoir immédiatement. Moi, comme certains autres qui comprenaient ce qu'il fallait faire, on s'est assis. Mais ceux qui n'ont pas compris, qui regardaient à droite à gauche pour savoir ce qu'il fallait faire, et ils ont le temps de savoir ce qu'il fallait faire, ils ont reçu des coups de bâton. Ils tapaient avec des espèces de, ce qu'ils appelaient Knüppel en allemand, une espèce de matraque en peu dur, avec lesquels ils tapaient sur le visage. Ils tapaient sur le nez, et ça faisait saigner. Nous assis, c'est-à-dire on était à un niveau plus bas, on voyait nos camarades saigner. On venait seulement arriver, on était là depuis quelques minutes seulement en Allemagne, et déjà ils tapaient, déjà ils nous montraient, ils nous enseignaient déjà. C'était une leçon. Une leçon pour qu'on comprenne que quand un ordre est donné, qu'il fallait s'exécuter, mais alors immédiatement. Il fallait ceux qui ne comprenaient pas, il fallait vite qu'ils apprennent les mots qui vont être dits. Autrement, ce serait, journellement, ce serait des coups. On pouvait rester estropié sous des coups qui donnaient. Et pendant ce temps-là, ils ont fermé les portes coulissantes et le train a repris sa route pour partir. Nous, à l'époque, on ne s'est pas rendu compte, on ne savait pas où nous sommes. Et ce qui se passe, on ne donne aucune explication. En fait, le 25e convoi, ça, ce sont des choses que nous avons appris par la suite. On a appris que les 929 personnes qui ne sont pas sorties du wagon ont tous été gazés l'après-midi de ce jour où nous sommes arrivés là-bas. C'était le 4e jour que nous avions quitté Draps. Le pavillon français, dans les salles, la dernière salle sur la droite, il y a les 78 convois, les panneaux affichés au mur, les convois qui sont partis de France avec les Juifs. Parce qu'il y a aussi des salles, il y a les non-juifs, il y a tout ça qui est enregistré, qui est noté, qu'on sait aujourd'hui beaucoup de choses qu'on ne savait pas à l'époque. On en apprend encore aujourd'hui, des choses absolument épouvantables. En tout cas, ce qu'on sait, c'est marqué en toutes lettres, que de ceux 1000 qui ont quitté Drancy le 28 mars, le 929 ont été gazés le jour de leur arrivée. À la libération, en 1945, revenus en France, vivants, il n'y en a eu que 8 sur ce convoi du nombre 25. Nous avons des jours, nous avons des
publications, par des publications, j'ai essayé de faire un appel pour savoir quels sont les autres survivants sur les 8 qui actuellement sont encore vivants. Mais je n'ai pas eu de réponse. Et jusqu'à ce que si un jour j'ai une réponse, je dois considérer qu'aujourd'hui, je suis le dernier survivant de ce 1000. En tout cas, après que le train est parti, on nous a fait lever. On s'est mis en un rang, des Allemands, 3 officiers qui sont venus avec un civil allemand qui a noté sur un registre qui nous sommes, nos noms, et surtout ce qui l'intéressait, c'est notre âge et notre profession. Et après, ils nous ont fait monter dans des camions bâches. Ils ont abattu la bâche, les bâches sur les camions, aussitôt qu'elles s'est mise en haut. Nous, on n'est monté que 7 personnes, 7 hommes, dans un de ces camions. Les bâches rabattues, avant qu'ils prennent les routes. Sur les routes, nous, on n'avait pas le droit de voir où nous sommes. Les carrefours, on n'avait pas le droit de voir le panneau, puisqu'on ne voyait rien, on était dans le noir, dans ces camions. Déjà là, on avait tout à fait le sens de ne plus être considérés comme des humains. À partir de là, on va nous traiter comme si, pire, comme si on était des animaux. Jamais aucune explication. Jamais on n'avait le droit de poser aucune question. C'est qu'on était battus. Dès le premier jour, on nous a appris par des coups ceux qui posaient des questions. Que poser une question était absolument interdit. Il fallait uniquement être à l'écoute de ce qu'on nous dit et ce qu'on nous commande. Et pour le reste, on n'avait aucun droit. La première chose qui m'a terriblement frappé, c'est dans ce premier camp, dans une forêt, dans un camp où nous sommes arrivés provisoirement. On nous a mis avec d'autres détenus à l'appel. D'abord, je dois vous dire que nous étions que 7 dans ces camions. Les autres, on les a menés, qui sont partis avec d'autres camions dans d'autres directions. Nous ne connaissions pas le système, Auschwitz, Birkenau, un deuxième camp, Auschwitz, camp de concentration, Birkenau, camp d'extermination, c'est-à-dire Auschwitz II. Et ensuite, il y avait Auschwitz III, qui étaient les usines autour d'Auschwitz qui travaillaient pour l'effort de guerre de l'Allemagne et qui étaient sous la même direction qui dirigeait les camps de Auschwitz I et II, dirigeait aussi ce qu'ils appelaient en allemand Zwangsarbeitslager, c'est-à-dire les camps de travaux forcés. Parce que nous, ils ne nous appelaient pas camps de concentration, mais camps de travaux forcés. Et voilà que là, à l'appel déjà, parce qu'on a attendu toute la journée, nous sommes arrivés assez tôt. On nous a mis 7 personnes sur une grande place d'appel en attente de l'arrivée de nos camarades du travail. Ils étaient au travail, on ne comprenait pas pourquoi une si grande place avec si peu de monde, parce que 7 personnes. Ce n'est que le soir, on a vu arriver nos camarades. Et le choc que ça nous a fait de les voir arriver, dans l'état où ils étaient, la façon comme ils marchaient, ils marchaient la tête baissée. Nous, on était là, c'était visible et puis nous sommes de nouveau arrivés. Mais ils ne regardaient même pas, ça ne les intéressait pas, ils étaient apathiques à savoir d'où nous venons, qui sommes nous. Rien ne s'intéressait. Ils se mettaient à droite, à gauche, derrière, ils se mettaient à côté de nous.
Pour la plupart, c'était ses camarades, ils étaient de juifs polonais, des juifs polonais qui ont été raflés dans des ghettos à 60-80 km de Auschwitz à l'époque. Ils parlaient le yiddish, la langue courante, n'était pas le polonais pour les juifs. Le plus gros de la population juive parlait yiddish. Moi-même, je suis d'origine polonaise. Je suis né à Varsovie en 1922. En 1925, mon père a décidé de quitter la Pologne. La Pologne a toujours, tant que ce que nous avons connu la Pologne, était un pays antisémite et il ne voulait pas y vivre. À l'époque, il est parti en Palestine. Nous sommes partis en Palestine. Nous ne sommes restés que 2 ans. En 1927, j'ai une sœur que j'avais à l'époque. Elle est décédée de typhus. En Palestine à l'époque, ce n'était pas encore Israël, c'était ce mandat britannique. Il n'y avait pas de. Nous avons vécu dans la ville de Haïfa, c'était le port du nord du pays. Il n'y avait pas de médecine, il n'y avait pas de médecins, il n'y avait pas d'hôpitaux. Les seuls hôpitaux qu'il y avait, la Palestine était un grand désert. Le seul qu'il y avait, c'était auprès des missions à Jérusalem. Il nous a amenés, mon frère et moi, dans la mission de mission catholique qui ils nous ont hébergés, ils nous ont soignés, ils nous ont guéris, et les médecins ont conseillé à mon père de quitter la Palestine, de retourner en Europe, parce que nous ne pouvons pas, comme enfants, supporter le climat et la façon de vivre. C'était aussi manqué du tout, c'était un pays très pauvre, rien n'est comparable avec ce qui est Israël aujourd'hui. Alors, comme il ne voulait pas retourner en Pologne, il est parti pour une raison. Ce n'était pas pour y retourner. Et comme il a fait la correspondance avec un cousin en Belgique, nous sommes partis en Belgique. On a pris le bateau, à l'époque il n'y avait pas d'avion. J'avais 5 ans quand on a quitté la Palestine, et il y a des scènes qui sont comme si je les avais rêvées, mais je les ai vécues. L'histoire du bateau, comment on est monté sur le bateau, tout ça. Je l'ai encore devant le visage. Et nous sommes allés jusqu'à Anvers. Anvers, c'est que j'ai grandi. Je suis allé à l'école flamande. C'est là que j'ai acquis la langue flamande. Et c'est là que je suis allé aussi à l'école professionnelle jusqu'à l'âge de 18 ans. En 1940, lorsque la Belgique a été envahie par les nazis, mon père, immédiatement, il a dit on fait les valises à son bras, nous partons en France. De la gare centrale d'Anvers, tous les trains se dirigeaient vers la France. Et c'est comme ça qu'on a abouti avec des réfugiés belges dans le midi de la France, parce que le centre de la France à l'époque, c'était la débâcle. De Paris, beaucoup ont quitté Paris sur les routes. Alors tous les trains arrivés de Belgique ont été dirigés le long de la côte vers Bordeaux et ensuite de Bordeaux à Toulouse. Et là où nous avons été arrêtés en 1942, près de Moissac, c'est sur la route Bordeaux-Toulouse. C'est là qu'on nous a installés comme réfugiés au début. On était très bien accueillis, on était très bien traités. Tout allait très bien jusqu'au jour où les gendarmes sont venus nous chercher. À partir de là, nous n'étions plus de réfugiés. Nous sommes devenus des déportables. On était déportés. Et nous voilà que je me retrouve en Allemagne, comme je vous le raconte là. Et j'ai à côté de moi un juif polonais, c'était tous ces juifs polonais parlent le yiddish. Et moi aussi, ma langue maternelle est le yiddish. Puisqu'à Varsovie, pratiquement tous les juifs parlent le yiddish.
C'est ma langue maternelle encore aujourd'hui. J'ai appris, lire, écrire, le yiddish comme l'hébreu. Et c'était pour moi facile donc de lui poser une question à ses camarades qui étaient à côté de moi. Ce n'était pas le cas des juifs hollandais ou des juifs grecs. Eux ne connaissaient pas les yiddish. Pour eux, la vie était beaucoup plus difficile parce qu'ils ne pouvaient pas s'entendre, se comprendre avec les autres déportés. Vous savez, on était déjà dans une situation terrible. Mais en plus, pour les Hollandais, ou pour les Grecs, je donne comme exemple ces deux qui ont été déportés, ils étaient de Salonique, il y a eu 50 000 déportés, juifs déportés, amenés à Auschwitz. Ils ne pouvaient même pas parler avec les autres détenus. Il fallait vite apprendre, en dehors de l'allemand, il fallait vite apprendre le yiddish, parce que la langue du camp, dans les camps juifs, en Pologne, la langue, c'était le yiddish. Alors, je lui ai posé une question à mon camarade qui était à côté de moi, en yiddish. C'était très simple pour moi. J'ai demandé quelque chose de très naturel dans un camp. Je lui ai demandé simplement comment était la nourriture ici. Alors, moi je ne suis pas très grand, mais lui, il était encore plus petit. Il a levé la tête vers moi, il m'a regardé méchamment. J'ai vu dans ses yeux une espèce de méchanceté. On ne se connaissait pas. Je lui ai parlé, il m'a très bien compris. Et il m'a répondu méchamment. Il m'a dit, c'est tout ce que tu veux savoir? Tu viens d'arriver et déjà tu penses à bouffer? Voilà sa réponse. Ah, ça m'a fait du mal, hein, cette réponse. Je pensais engager une conversation, mais du coup, j'avais plus envie de parler avec lui. Et je me suis dit, je vais peut-être trouver d'autres plus gentils avec qui on va discuter. Pour savoir, je ne savais rien sur tout ce qui se passe dans le camp. Je me renseigne. Et effectivement, nous avons appris, là on a appris quand même que 2 fois par jour, il va y avoir des appels. Les appels qui durent au moins 1 heure, parfois plus. Simplement, c'était la fantaisie de la police qui nous gardait. Là, dans ce premier camp, on a été gardé par la police. Ensuite, on a été gardé. On était même à un moment donné gardé par il y avait des choupeaux avec le commandant, c'était un officier avec une espèce de casque à la Hindenburg, vous savez, avec la pointe. C'était un choupeau, commandant du camp. Ce n'est que par la suite, petit à petit, que c'est la SS qui est venue le remplacer. En tout cas, nous étions emmenés dans le Waschbarack, c'est-à-dire le baraque pour se soulager, pour se laver un peu. Alors vous pensez qu'on a fait que boire, non? On a ouvert le plus grand le robinet, mettre la tête sous la figure sous l'eau, et laisser couler. Jusque-là, depuis qu'on a quitté Drancy, on n'a pas reçu une goutte d'eau à boire. On ne pensait pas du tout à manger. On n'avait pas faim. On allait apprendre à nos dépens ce que c'est. Avoir soif, avoir faim, mais ne pas le sentir. Mais quand on a bu, c'est là qu'on se rend compte qu'on a faim. Et quand on a mangé, ne serait-ce qu'un crouton, c'est là qu'on se rend compte qu'on est fatigué. Jusque-là, on ne sent même pas la fatigue. Ces 3 choses, on allait apprendre ça, parce qu'on allait subir ces choses tous les jours. Tous les jours, on va être soumis à ça, à quelque chose qu'on n'a jamais, dans la vie normale, dans la vie, dans la liberté, on n'a jamais même pu penser que ça existe. Et voilà, après, quand on va
dans des baraques où on allait dormir. Il y avait des chalets, bondés des chalets. Le passage était très étroit contre les chalets, de 3 niveaux. Il y avait des paillassons sur chaque niveau. Chaque niveau, il y avait 2 détenus qui dormaient. Donc les jeunes, ils ont demandé aux jeunes de monter au 3e. Les personnes plus âgées dormaient en bas. On s'est rendu compte ensuite que dormir en bas, c'était pire. Les personnes âgées n'avaient pas la force de grimper. J'avais 20 ans, c'était 1942, je suis né en 22, j'avais juste 20 ans. J'ai donc grimpé, et au moment où j'ai grimpé, il y a un autre camarade qui vient de l'autre côté, on s'allonge tous les deux, et je l'aborde immédiatement, je lui demande où il est, il me dit de Sosnovitz. Sosnovitz, je ne savais pas très bien où c'est, par la suite j'ai appris que c'était à 60 km d'Auschwitz. Et toi, je dis, je viens de France. Et voilà qu'on a engagé une conversation normale, un garçon très gentil, qui, même sans que je lui demande, me raconte comment elle est, la vie, ce qu'il a, comment, pourquoi il était là. Il m'a raconté qu'il était arrêté avec toute sa famille dans un ghetto de Sosnovitz, de là où il est. Ils ont mis déjà la fin de l'année 39, parce que la Pologne a été occupée en septembre 39 par les nazis. Et dès la fin de l'année, ils ont constitué des ghettos dans toutes les villes, et beaucoup de Juifs vivaient dans des campagnes, mais vivaient entre eux, parce que la religion juive est très dure en ce qui concerne la nourriture. Ce qu'on appelle en hébreu la kashrut, c'est-à-dire tout devait être cachère. On n'a pas le droit de manger du porc, il y a l'abattage rituel, et les juifs en général étaient très pieux. En général, il y avait des exceptions, comme partout. En France, c'est très différent. Je crois que c'est une minorité de personnes parmi les juifs qui suivent vraiment la kashrut. Parce que c'est très contraignant, c'est pas facile. Ça oblige déjà de vivre entre juifs, puisqu'il faut des magasins qui vendent, ils ne peuvent pas acheter dans n'importe quel magasin. Les rayons devaient être surveillés par le rabbin, et ainsi de suite. Donc c'est pourquoi il y avait beaucoup ce qu'on appelait des shtetl, en yiddish on appelle ça shtetl, ces petits villages, des petits villages où il y avait des juifs. Puisque en Pologne, avant la guerre, il y avait 3,5 millions de juifs. Ce qui faisait la plus grande communauté juive de toute l'Europe. Il y avait à l'époque plus de juifs que partout. Il n'y a qu'en Amérique, il y avait aussi un peu plus de 3 millions de juifs avant la guerre. Mais même en Russie, où il y avait beaucoup de juifs, il n'y en avait pas autant qu'en Pologne. En tout cas, lui donc, il vivait dans un ghetto. Les Allemands, il aurait été facile, puisqu'ils vivaient groupés, de faire des ghettos. Ils mettaient des barbelés autour, où ils construisaient des murs, et voilà que les Juifs étaient enfermés entre eux, n'avaient plus de contact avec des Polonais non juifs. D'ailleurs, les contacts étaient absolument interdits, autant pour les Polonais, pour ne pas fréquenter les Juifs, comme pour les Juifs, mais ne pas fréquenter les Polonais. Les Allemands ont crié déjà il y avait une haine raciale, pas raciale, parce que la haine raciale, c'est les Allemands qui l'ont inventée. La haine religieuse, il y avait une haine surtout entre catholiques et juifs, fomentée par l'Église en Pologne. Et il l'est encore aujourd'hui. Moi, je connais la langue polonaise, et il m'est arrivé souvent d'aller à des endroits où j'entends les curés, le dimanche matin, faire leur discours après la messe. Les curés, vous savez, le Vatican, c'est-à-dire le Vatican a supprimé
les laïcides, jusqu'à il n'y a pas longtemps, prétendu que c'est les Juifs qui ont tué le Christ. Alors ça a été supprimé partout, dans tous les pays catholiques, les chrétiens surtout. Mais pas en Pologne. En Pologne, ils continuent à prétendre que c'est les Juifs. Les Juifs, il n'y a plus de Juifs en Pologne. Mais l'antisémitisme existe toujours. Enfin, c'est pas mon sujet. J'ai donc écouté ce qu'il me raconte ses camarades, qui a été déporté avec toute la rue, d'un coup. Ils arrivaient avec des camions, les nazis, et ils ramassaient par rue des gens, des familles, en entier, et ils les emmenaient à Birkenau. C'est là que j'ai entendu pour la première fois ce nom de Birkenau. On m'a raconté qu'il y a le camp central qui est à Auschwitz. Le deuxième camp, c'est là qu'il y a les chambres à gaz, les fours crématoires. Je pense que ceux qui vont partir à Auschwitz vont également aller à Birkenau. C'est là que vous allez voir là où il y avait les chambres à gaz, les nazis l'ont fait sauter, mais on voit tout. On peut le voir si on veut, c'est-à-dire le monte-charge des cadavres, de la chambre à gaz jusqu'au four crématoire. Un monte-charge, ça montait. Et ce sont à l'époque des Sonderkommando, c'est-à-dire des détenus qui ont été choisis, forcés de faire ce travail, c'est-à-dire la manipulation des cadavres. Ce n'est pas les SS qui l'ont fait. Ils ont obligé, ils ont abattu systématiquement ceux qui ne voulaient pas le faire. Et comme tous les jours il y avait des convois qui arrivaient, ben, ils ont choisi d'autres, jusqu'à ce qu'ils avaient le nombre qu'il fallait. C'était pas difficile. Voilà ce qu'il m'a raconté. Moi, je l'ai regardé. Aujourd'hui, on sait tout ça. C'est tout à fait. C'est quelque chose que moi, à l'époque, je dois vous dire franchement, quand il me l'a raconté, je ne le croyais pas. Je me suis dit, il est dingue. Nous étions fin, c'est-à-dire on était septembre 1942. L'Allemagne, ça fait 3 années que l'Allemagne est soumise à cette vie par les nazis qui traitaient les Juifs comme bétail. Il a dû en voir, il a été traqué. Ce qu'il m'a raconté n'est pas possible. Et il a fallu que j'entende la même chose. Parce que le premier qui m'a si méchamment parlé, il m'a dit, tu veux déjà bouffer, tu ne te rends pas compte, ici on nous bat, on nous tue, et on va tous être gazés. Quand il m'a dit, c'est ça surtout qu'il m'a... C'est la première fois que j'ai entendu ce mot gazé. Et là, lui, il me parle aussi de ça. Il me dit, nous par contre, moi j'étais, il me dit, sélectionné pour travailler. Et on m'a envoyé ici. Et ici, nous sommes, on va travailler sur tu vas travailler avec nous demain, tu verras, parce que c'était le premier jour, on va être sur une autoroute. Et effectivement, j'ai travaillé les premiers mois dans une forge sur une autoroute. On faisait des tiges, on le mettait dans le foyer pour le chauffer à blanc, et après on tapait avec un marteau pour faire une pointe. C'était pour les enfoncer dans la terre, pour que les ingénieurs puissent fixer d'après le plan comment elle devait être, orientée pour qu'elle soit droite. C'était ça notre travail. Et je l'ai fait les premiers mois. Il dit ici, tu vas travailler sur l'autoroute, ça ne va pas durer. Après, tu vas t'envoyer dans des usines. Parce que nous sommes Auschwitz III. Nous sommes là pour travailler pour l'effort de guerre de l'Allemagne. Ils n'ont pas assez d'ouvriers. Alors, avant de nous tuer, ils veulent profiter de nos forces. Il faut qu'on donne ça à l'Allemagne.
Et nous, on ne sera pas gazés, à quelques exceptions, parce qu'il y avait des exceptions, des gens qui tombaient malades parmi nous, qui envoyaient à Birkelland pour être gazés. Mais la plupart mouraient simplement de mauvaise nourriture, de mauvaise... Le traitement était très très mauvais, les maladies. En fait, tout était calculé pour qu'on meure au plus vite de cette vie. C'était calculé. On ne devait pas vivre plus de 3 mois. Au bout de 3 mois, aucun de nous vivra. Il m'a dit ça très sérieusement, pas du tout comme le premier qui m'a parlé. Il m'a dit, dans 3 mois, on sera tous morts. Mais pas par les gaz. Je ne sais pas par quel miracle, j'ai tenu 34 mois jusqu'à l'arrivée des Américains. En 1945, après la marche de la mort que j'ai faite, pendant 10 jours, nous avons marché jour et nuit en direction de l'Allemagne. Et une fois à la frontière, dans le premier camp allemand, à Großrosen, ils nous ont mis de nouveau dans des trains dans des wagons à bestiaux. Et ils nous ont amenés jusqu'à Buchenwald. J'ai encore souffert 3 mois jusqu'en avril 1945 à Buchenwald pour être libéré le 11 avril 1945. Merci beaucoup pour cette conversation. Il y a une chose que je souhaite avant tout, j'ai 87 ans, c'est de continuer encore, de témoigner, parce que comme je l'ai entendu tout à l'heure, nous ne sommes plus nombreux. Nous avons chaque année moins de camarades qui nous manquent pour continuer à faire les voyages et aller raconter ce qu'ils ont vécu. Ça, j'espère, continuera, mais ce sera vous, à votre tour, de continuer. Et les historiens, s'ils restent seuls à parler, les négationnistes, ce serait très mauvais, ce serait dangereux.